Bonjour, nouvelle vidéo pour Positive Media dans un endroit idyllique, vraiment magnifique. Je me trouve du côté de Saint-Paul et je vais vous présenter une interview que j'ai réalisée avec un artiste, auteur, compositeur, interprète. Dans cette interview, en fait, vous allez découvrir ce qu'on peut appeler les coulisses. C'est un artiste que vous avez peut-être déjà vu sur scène. Il s'est produit au moins une quarantaine de fois par an sur l'île de la Réunion. Il nous vient directement de l'île de Madagascar. Donc vous l'avez peut-être déjà vu, mais vous ne connaissez pas son histoire, vous ne connaissez pas vraiment cette passion qui l'anime pour devenir artiste. Et il y a des choses intéressantes. Je vous invite à réfléchir un petit peu autour de vous. Vous connaissez certainement des personnes, des amis, mais vous ne connaissez pas leur histoire. Vous ne savez pas comment ils sont arrivés là, à un stade où tout le monde le connaît, où on parle beaucoup de cette personne ou de ces groupes de musique, mais il faut connaître un petit peu leur histoire. C'est pour cela que je vous invite à découvrir cette histoire de Djaï, qu'on pourrait dire étoile montante. Je remercie Laurence, sa manager, et bien sûr cet artiste, auteur, compositeur et interprète Djaï. Bonjour Djaï. Bonjour Octobre. Merci de m'accorder cette interview. Donc je t'ai découvert sur Facebook puisque tu es très actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc merci beaucoup et je voulais donc qu'on parle un petit peu de ta vie d'artiste. Ouais. Donc tu es là, on va partir du côté de Madagascar si j'ai bien compris. C'est ça, ouais. Ben moi je suis Djaï, mon nom d'artiste, tout le monde m'appelait Djaï. Bien sûr, je viens de Madagascar, originaire de Malgache, je suis malgache. Et la musique a commencé à quel âge et tu as des influences? Oui, je suis flashé, en fait, mes parents, côté paternel et maternel, ce sont tous des musiciens, mes parents, mes grands-pères, l'arrière-grand-père. Mais on dirait que c'est amateur, pas comme ma place maintenant. Mais j'étais comme eux avant. En 1978, 80 comme ça, j'avais 7 ans, 6 ans, 9 ans. J'ai déjà flashé avec des accordéons. À l'époque, je me souviens bien, ça reste dans ma tête. Il y a mon père qui m'a fait des petits cadeaux, des petits accordéons. C'est pas un bouton, mais un clavier, des trucs. L'accordéon, il y a des touches là-bas, là, accordéon en touche. Mais j'ai déjà joué ça à l'âge de 6 ans, gling. Et il y a des gens qui viennent chez nous, ils voient que ce gamin-là, il est un peu bizarre parce que c'est incroyable, j'ai déjà fait des petites choses. Ouais. Mais après, on était à la campagne, ça s'appelle un Casob Sud à Tuliag, là. Il y a un artiste local, il s'appelle René, le monsieur, il est déjà connu, local, là. Il est accordéoniste aussi. Et il y a des moments, son accordéon est tombé en panne, son accordéon. Ouais. Et il vient courir que c'est mon papa pour trouver des petites pièces. Et mon papa, il a donné la mienne à ces messieurs. J'étais triste à l'époque, mais comme petit, personne ne t'entend pas. Et peut-être que j'étais déçu et j'ai flashé avec les cabosses. D'accord. C'est pour ça que j'ai flashé avec des cabosses, parce qu'à l'époque, mon père c'était magistrat. À l'époque, les magistrats, ils ont des droits d'avoir des gens, les prisonniers, pour travailler chez eux. D'accord. Et on a plusieurs prisonniers. Les prisonniers, ce sont des voleurs de zébis, ils sont dangereux. Mais notre papa, il a le droit d'avoir ces gens-là pour faire des courvées, on appelle courvées. Oui. De faire des plantes de coton, tous ces plantes de pistaches en plusieurs hectares. Hein. Ouais. Et c'est eux qui nous aident pour faire ça. Et eux, ils jouent bien des cabosses. D'accord. Et comme j'étais dessus avec les accordéons, j'ai flashé avec les cabosses. Et j'ai dit, parce que, entre parenthèses, les voleurs de zébis, lorsqu'il va voler des zébis, il utilise les cabosses. Et ils sentent en même temps. Ah oui. Lorsqu'il va voler, lorsqu'il va attaquer quelqu'un qui a des zébis, 200, 300, 500 zébis, ils sont nombreux aussi, ils s'appellent Daalou. Ils jouent des cabosses et des sifflets. Et lorsque les gens, le peuple attend ça, ils ont peur. Parce que les Daalou, ils vont tuer, voilà comme ça. Et c'est pour ça que ces gars-là, ils sont prisonniers. D'accord. Et ils sont avec nous.
ils continuent toujours, je vis, j'écoute, j'adore, j'aime, c'est bien ça. J'ai demandé l'un d'eux, s'il vous plaît, j'ai dit tonton, parce que j'étais petit, tonton, est-ce que tu peux m'apprendre? Oui, bien sûr, ça fait plaisir pour eux aussi de prendre quelqu'un, les fils de leur patron. Ouais. Et c'est rigolant parce que il y a mon père là, il est strict. C'est vrai qu'il est musicien, il est dans le domaine des musiciens, mais il ne veut pas que son fils prendre les semaines de vie d'artiste. Ouais, il veut qu'on bosse pour être tel père, tel fils. C'est ça qu'il veut, mais moi, c'était pas là-dedans, moi. Ouais. Et notre système, on va travailler en cassette, dans la nature. D'accord. Lorsque mon père travaillait, il travaille 8h jusqu'à midi et 14h jusqu'à 17h. le temps qu'il est absent, on va aller dans la nature, dans la gling, toute la journée, j'ai fait ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller jouer au foot ou non? Non. J'étais au foot aussi à l'école. Oui. Mais lorsqu'on arrive à la maison, à l'époque, lorsqu'on arrive à la maison, quand les cahiers, on va en gling. Et j'ai vécu 10 ans là-bas. À mon 10 ans, mon père il est affecté à Tulliarville, les provinces de Tulliar, c'est à Madagascar ça. Oui. Et on était là-bas. C'est là-bas que j'ai commencé à faire des enregistrements studio, première fois. Et tu avais quel âge? J'avais l'âge de 15 ou 17 comme ça. Ok, et papa disait quoi là? Parce qu'il était contre... Jusqu'à la mort de mon papa, c'est en cassette tout ça. Ah ouais. C'est en cassette tout ça. D'accord. Ma mère, il connaît un peu, mais pas beaucoup. C'est en cassette tout ça parce que mon père, il s'en fout. Il ne veut pas. Il veut pas. Même d'avoir de cheveux comme ça, il ne veut pas trop. D'accord. Il ne laissait pas son truc. Ouais. Et après, ça a évolué. Il était affecté à Tananarive, capitale de Madagascar, Tananarive, en 91. 90-91, j'arrive avec mon père à Tananarive. On se continue les études en même temps, je suis en terminale pour comment dire ça, classe d'examen pour prendre du baccalauréat. Ouais. Mais c'est pas trop dans ma tête. Ouais. Déjà, tu n'avais pas. Ah oui. Tu savais que tu n'allais pas faire les comme je perds de mon père, j'allais à l'école quand même. Mais mon but depuis, c'est d'être, c'était mon rêve depuis X temps, d'être artiste. D'artiste. C'est pas forcément être artiste pour avoir la richesse, non, c'est pas ça, mais pour être connu. C'est ça dans ma tête, pour exploiter les trucs de Madagascar, là, pour faire savoir ailleurs. Et à partir d'en 2000, je commence de monter. En même temps, j'ai déjà fait du studio. À l'époque, dès que j'ai parce que j'étais un guide touristique aussi à l'époque, dès que j'ai mon salaire, au studio. Ah oui. Bon, notre but à l'époque, c'est aller au studio. C'est pas pour rester, comme j'habite encore avec mes parents, je pas rester de manger. Studio, jusqu'à 15 ou 20 morceaux. Et j'ai commencé à faire entrer dans le cercle professionnel. Ouais, c'est pas amateur comme avant. À l'époque, j'ai oublié, lorsque j'étais à fond là, j'ai déjà monté parce que le 26 juin, c'est le jour de l'indépendance de Madagascar. Il y a des petites scènes partout sur la ville pour célébrer le 26 juin. Et là, on s'inscrit pour jouer un peu. On est petits gamins, mais on joue quand même à l'époque. Et après, j'ai commencé à jouer avec des grandes scènes. C'est pas moi, mais guest de grands artistes, petit à petit. Et après, j'ai commencé à jouer avec des grands festivals à Madagascar. Le festival Amada, c'est pas un grand festival comme ici, mais festival quand même, ça s'appelle festival. J'ai déjà joué avec le festival Dago, il s'appelle Festival Dago. Et tu jouais tout seul ou en groupe? On est en groupe, toujours en groupe. On est toujours 4, 3. Et là-dedans, ce sont des cousins à l'époque. Et après, lorsque j'étais à Tanala, Tananarive, ce sont des professionnels, les musiciens qui sont déjà professionnels qui s'appellent viennent jouer avec moi. Il m'a aidé beaucoup aussi, parce qu'on se connaît. Oui. Il habite à Tananarive, mais il vient de Tulliar comme moi.
Donc c'est pas facile. Donc c'est facile pour eux. Ok Laurent, on va à chaque fois que j'ai des concerts, je l'appelle. Je les appelle. Et ça monte comme ça. À partir de 2015 comme ça, 2016, j'ai rencontré Laurence, mon manager maintenant. Et il dit, ah toi tu as du talent, il dit, parce qu'il voit que ça se voit le talent. J'ai commencé à trouver sur les réseaux sociaux, les gazettes, les journaux, il y a des petits bouquins qui s'appellent Non Comment. C'est déjà là-dedans, grâce à Laurence. Ah, d'accord. Et ça continue. En 2016, j'ai fait des vacances ici et j'ai joué au Canal Austral. Là avec la chaîne TV, les TV, là, c'est la première fois que j'ai montré ces scènes comme ça. Je joue quand même, je me souviens bien. Il y a les patrons de Canal Austral qui a fait des basses à l'époque avec moi. Et ça continue. Et j'arrive ici en 2019, comme ça, j'installe. Je commence. C'est des appros. Je commence à faire des concerts à gauche à droite, des bars ici. Mais je changeais au moins 3 musiciens. À l'époque, c'est autre musicien. Et après, c'est autre musicien. Je joue 2 ans, ça change, 2 ans, ça change. Parce que peut-être, ça c'est un grand problème pour moi parce que les doigtiers. Ah, oui. Les doigtiers, c'est vrai que les amis, les frères, ils sont graves en guitare, mais les doigtiers malgaches, ça manque un peu pour moi. Ça devient rock ou bien ça devient autre chose, mes œuvres. Donc je change. Et maintenant, j'ai trouvé un gars d'ici, jusqu'à maintenant. Ils sont d'ici, des Réunionnais. À la base, il s'appelle Siliana. Et à la batterie, il s'appelle Dimitri Virapin. Et là, ça colle bien. D'accord. Et quel est le style de musique que vous faites? Moi, je l'appelais fusion bec sauvage. Fusion parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment pire. Parce que c'est ça les tactiques. Il faut que tu mélanges un peu quelque chose parce que le bécou, c'est façon de chanter chez nous. Façon de chanter. Les gens sentent comme ça, juste les voix, 3 ou 4, deuxième voix, troisième voix. Mais moi, j'adapte ça avec les instruments. Je mets des guitares là-dedans, je mets de l'orchestre là-dedans. C'est comme ça que j'appelais fusion bec sauvage. Sauvage parce qu'il est authentique. Voilà. Alors tu es auteur-compositeur. Voilà. Alors tu écris à quoi Qu'est-ce qui t'inspire pour écrire? Moi, j'inspire la vie des peuples dans son ensemble, la vie quotidienne. La vie quotidienne, surtout la vie quotidienne de chez nous. Parce qu'il faut que tu connais bien les choses que tu vas sortir. Par exemple, si je vais sortir la vie quotidienne d'ici, peut-être que je n'ai pas bien maîtrisé, comme je ne suis pas d'ici. Donc, je choisis juste chez nous. Là, je maîtrise bien. Lorsqu'il y a des enterrements, il y a quelque chose comme ça. Parlons des enterrements, par exemple. Parce que ça m'intéresse. Les enterrements, par exemple, c'est possible pour nous, lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort là, les cadavres peuvent attendre jusqu'à 6 mois, même jusqu'à 1 an. Il n'est pas enterré. Il n'est pas enterré, il est dans sa maison. Dans sa maison même. En fait, la maison de là-bas, c'est pas en dur, c'est pas building, des maisons en paille. C'est après, à la fin, on va brûler la maison. Ah oui, d'accord. On va brûler la maison après. Mais ça reste là pendant quelques temps, même jusqu'à 1 an. Mais oui, comment vous faites pour les odeurs? Les odeurs, ça reste, mais les gens sont habitués. En plus, ils ont les techniques. Il y a des plantes pour périphérer les corps. Après, ça sent pas trop. Ça sent, mais ça sent pas trop. D'accord. Et les gens, ça c'est interdit là-bas. C'est dangereux de dire « Oh, ça pue ça ». Ah oui. Les gens ils savaient ça, ils connaissent ça. C'est une insulte. Voilà, c'est une insulte, voilà. C'est-à-dire que toi, par exemple, il y a quelqu'un de proche de toi qui meurt, et tu dis « c'est dommage, je peux pas y aller avant 6 mois ». Ils vont garder le corps pendant 6 mois. Ils gardent le corps pendant 6 mois. Et pendant ces temps-là, ils font quoi Justement, pendant ces temps-là, premier jour, deuxième jour, il y a des petites fêtes, c'est pas vraiment fête, mais on va
comment on dit ça, pour tirer du fusil, paf, pour faire du bruit, pour savoir que, parce que en fait, les gens se connaissent qu'il est malade, Monsieur X par exemple. D'accord. Parce que là-bas, les gens tiennent jusqu'à 100 ans, 120 ans. Ah oui. À partir de 100 ans, 80, 99, toutes les familles savaient qu'il va mourir. Oui. Et enfin, il mort exactement, lancer des fusils, paf, pour déclarer sa déclaration pour dire il est mort. Il est mort, voilà. Alors, quelques jours avant l'enterrement, tu me disais, c'est la fête en fait. Oui. Quelques jours, 2 jours, 3 jours, on va faire la fête. Toute la famille qui vient d'ailleurs, vient de loin, faire mange, la musique, mange, boire, fête, jour, la nuit, sans arrêt, pendant 4 jours, 5 jours, avant qu'on prenne les cadavres, avant d'enterrer. Ouais. Voilà, c'est comme ça là-bas. Donc tu as composé un morceau pour voilà, j'ai écrit ça. Ouais. J'écris ça concernant ça. J'écris aussi les mariages. On dit mariage, mais ça n'existe pas le mariage, c'est nous. Ah bon? On dit engagement, voilà, engagement. C'est moins, engageant que c'est pas aller à l'église, à la mairie, non. Là-bas, c'est pas comme ça. Mais quand même, il y a des choses à faire pour dire que c'est sérieux. Ouais. Voilà, tu amènes des habits, c'est les parents de ta femme, voilà. Ouais. Et il y a plusieurs choses à faire. Et là-bas, il y a plusieurs types d'engagement. D'accord. Tout ça, j'écris. D'accord. Par exemple, premier type d'engagement, les couples, ils s'aiment. Donc, c'est volonté de le couple qui va se marier. Deuxième engagement, c'est les parents qui disent « Ah, ma fille, il faut que tu maries avec les fils des X familles. Parce que ça, c'est bien pour nous. » D'accord. Et la fille, elle dit « Oui, papa. » Elle ne peut pas dire non. C'est tabou. Ça existe encore, ça. Jusqu'à nos jours, ça existe. Et le troisième, il y a de engagement, comment on dit ça, tu voles le fille, tu prends, même il aime, mais tu prends, tu amènes sur toi, mais quand même, lorsqu'il arrive chez toi, il n'y a pas de téléphone à l'époque, chez toi, il y a quelqu'un qui va aller chez eux, pour dire, t'inquiète, votre fille, c'est nous. Et on va les demander si elle veut ou non. Donc il y a 3 ou 4 gars qui met au rang. Et la fille, il regarde ce qu'il aime, ce qu'elle aime. La fille, celui-là, j'aime. Il est engagé avec celui-là. Peut-être aussi il dit non, j'aime pas. Et on amène les fils chez eux. Oui. Ah, il a le choix quand même de dire non. Il a le choix quand même, Oui. Les cousins, des côtés maternels, côté maternel et paternel, ce sont des amateurs, ils jouent des cabosses, ils jouent bien. Chaque année, je fais rendre visite là-bas pour faire des nouvel an. Ils jouent, on joue un peu, on boit un peu, on tire des cabris pour faire des... La musique fait partie de votre vie quotidienne, non? Est-ce que ça joue tout le temps? On se retrouve? Ah non, c'est pas vraiment vie quotidienne. Il fait leur truc à part. Il allait au son, il travaille ailleurs. Mais ça reste toujours la musique. Parce que le week-end, il fait. Lorsqu'il y a quelqu'un qui arrive comme moi, qui arrive là-bas, lorsqu'on fait de la fête, il fait de la musique. On va revenir sur l'île de la Réunion. Donc tu es là depuis 2019, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comment ça se passe ici? Comment tu as fait pour te faire connaître? C'était pas trop compliqué? C'était compliqué. C'était compliqué parce que c'est normal.
On va faire toc-toc au restaurant, gauche à droite. Il y en a qui disent non, c'est normal parce qu'il ne me connaît pas. Oui. Même il y en a qui disent non, ici, artistes malgaches, on ne prend pas l'artiste malgache. Ici, ce sont des créoles qui jouent ici dans mon... Il y a ça, hein, il y a ça. Pour dire que c'était pas facile. C'était pas facile et ça commence petit à petit. Heureusement, merci à Dieu, dès que je joue une fois dans un endroit, c'est sûr que ça va continuer. Oui, parce qu'ils ont intoné, surprise. Oui. Donc, dessus de moi, tu reviens, s'il vous plaît, et quelque chose comme ça. Et boucher à oreille. Oui. Boucher à oreille, il y a un type qui s'appelle Jack qui joue la basse, ça fait péter. Parce que les peuples d'ici, les créoles, ils aiment bien la musique, oui. Ils aiment bien les choses qu'il a faites, voilà. Et ça passe petit à petit. Et maintenant, et après, ça arrive les Covid. Ah oui. J'ai fait comme ça, ça arrive le Covid et ça coupe tout. Même tous mes concerts s'étaient annulés. C'était... Est-ce que tu as pensé à un moment donné d'abandonner la musique? Oui, plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois parce que c'est pas facile. Ouais. Pour le moment, on a fait trop d'investissements là-dedans. Ouais. Mais pour avoir de bonnes guitares, il faut que tu présentes de bonnes guitares professionnelles pour jouer quand même. Ouais. Ça, c'est déjà un investissement. Du matos. Il faut acheter du matos parce que les restaurants, ils n'ont pas de matos. Oui. Lorsque tu veux jouer chez eux, c'est-à-dire que c'est toi qui amènes ton matos. Oui. Et tout ça, c'était dur pour moi. Il y a des moments, j'ai dit à ma femme, mon manager, oh non, ça suffit, on arrête. On arrête parce que c'est pas possible. C'est pas possible, oui. Tout le monde allait... je sais pas que tu penses. Même les cassés, c'est pas assez. Oui. Bah oui. Il faut avoir de bons cassés pour payer des cassés. Oui. Parce que comme je suis intermittent, à l'époque, je n'étais pas intermittent. C'est très dur, c'est très dur. Oui. C'est très dur. Même pour acheter des cordes, c'est dur. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit non, il faut que je continue parce que c'est ma passion? Il y a deux choses là-dedans. Premièrement, c'est mon rêve depuis mon enfance. C'est mon rêve déjà de vivre ailleurs et je travaille dans le domaine de la musique. Ouais. Ça, c'est un. Et deuxièmement, j'ai essayé d'abandonner la musique. J'ai fait toc pour travailler, donner mon CV là, à gauche et à droite, mais personne, il n'y a pas de travail. Ouais. Donc, obligatoire, je reste là-dedans. Et mon conseiller aussi, ça reste dans ma tête, là, au Pôle emploi. Oui. Il dit, monsieur, si je suis à ta place, c'est facile pour toi de rester dans le domaine de la musique. Oui. C'est pour ça que je reste toujours là-dedans. Et maintenant, il a raison. Oui. Et c'est mon rêve aussi. Alors, on a assisté ce matin, tu es en train de préparer une sortie d'un disque. De l'album, oui. Alors, c'est carrément un vinyle. Oui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les vinyles, c'est des disques... En fait, ça c'est comme tout le monde, la mode d'avant, la mode en 1960, ça revient maintenant. Par exemple, il y a des pantalons en pâte d'éléphant, ça revient, mais c'est la mode d'avant. Et là, le disque vinyle, ça fait longtemps ça. C'est pas chose nouveau le disque vinyle, mais c'est déjà longtemps, mais ça devient la mode maintenant. Oui. C'est comme ça que dans mon rêve aussi, il faut avoir ça. Oui. Et on va sortir un vinyle au mois de juin, avril, comme ça, avec, il y a des CD aussi. Oui. CD quand même, parce que les CD c'est déjà démodé maintenant, parce que c'est rare de voitures qui a des lecteurs de CD là-dedans. Oui. Soit, comment on dit ça, les clés USB, et on va sortir aussi les clés USB avec vinyle et disque compact et clé USB. Alors tu dis c'est difficile, comment vous faites, donc là je dis vous, puisque Laurence qui est ta femme, le manager, mais vous faites comment donc, parce que là il va falloir... C'est autofinancé, c'est pas sortir le disque, non? Oui, ça c'est... Pour le moment, c'est autofinancé, quoi. Autofinancé. Ouais. C'est moi et ma femme, c'est la famille. C'est la famille même qui fait ça. Ouais. Et voilà. Il faut. Parce qu'on toc, sponsoring à gauche à droite, c'est pas facile. Ouais.
Il y en a qui disent oui, mais c'est pas au niveau de l'argent, mais au niveau d'autres, ils vont aider d'autres façons. Oui. Et là justement, là vous partez en métropole? Normalement, c'est prévu, on va faire des tournées métropole mois d'août, juillet, août. Oui. Mais on ne sait pas encore. Si on a vraiment pas moins de 5 dates, là on va partir. Si 2 ou juste 3, c'est pas la peine. On va reporter à l'année prochaine. Ouais. Bon, bah là, ça va être une vidéo qui va être vue en métropole. Hein. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va dire un métier. On va voir, oui. Alors, est-ce qu'il y a encore... ça dépend de toi aussi, Hector. Voilà, c'est ça, oui. Toi aussi, parce que... il y a encore des projets. Comment tu te vois d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans? Qu'est-ce que sont encore tes rêves? Tout la sortie de mon album, ça c'est grande chose pour moi, c'est mon bonheur, c'est notre enfant. Oui, voilà. c'est ça. Un bébé, oui, c'est ça. C'est ça le projet, à part de petites concerts à gauche, à droite, au resto, sur place ici à La Réunion. J'ai déjà rempli ma date jusqu'à novembre. Moi, dès que je joue, 2 heures de temps, sans stop. Et c'est diffus. Voilà, énergie. On le voit dans les vidéos. Voilà. Merci beaucoup, Ziaï. C'était un vrai bonheur de découvrir donc, ta passion et puis tes projets. Merci beaucoup. Merci Hector, c'est gentil.